Après avoir entendu la philosophie de la réforme et avant d'accueillir les derniers intervenants, je vais vous présenter d'ores et déjà celles et ceux qui sont avec nous. Jamal Teskouk, bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes conseiller confédéral CGT et membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. À vos côtés, François Falise, qui est conseiller technique à la CPME. Bonjour, soyez le bienvenu dans un emploi du temps fort chargé. Je vous excuse d'ores et déjà si d'aventure la table ronde devait un peu s'éterniser. Vous avez un emploi du temps assez chargé avec un passage à Paris avant d'aller dans le Nord qui vous impose de prendre un train. Donc à midi, M. Falise nous quittera pour d'autres horizons. À ses côtés, on lui a supprimé un prénom, la moitié de son prénom, c'est Anne-Cécile Monvoisin. Soyez la bienvenue, donc responsable emploi formation au MEDEF. Voilà les différents intervenants. En attendant, Michel Bogas et Michel Perrin, le premier de FO et la deuxième de la CFDT. Alors on va commencer par... puisqu'il n'y a pas de questions particulières sur Vincent Donne, et cette table ronde s'appelle, vous le voyez, les partenaires sociaux et la réforme. Je vais tout de suite vous passer la parole, Jamal Teskouk, si vous le voulez bien, pour vous entendre. En plus, vous étiez là, vous, sur la présentation faite par Vincent Donne. Peut-être d'abord réagir à ce qui a été dit, et ensuite aller davantage dans le débat, si vous avez d'autres pistes que vous souhaitiez voir, en parlant bien à proximité du micro, s'il vous plaît. Une première réaction, bonjour à toutes et à tous. Une première réaction au sujet de la présentation qu'a fait M. Donne. Il y avait une plaisanterie qu'on faisait régulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, c'est de dire la formation, c'est la réponse. Quelle est la question ? On est depuis maintenant près d'une dizaine d'années, nous avons des réformes quasiment tous les 3 ans. Et le résultat aujourd'hui n'est pas encore probant, c'est-à-dire on ne voit pas en quoi ces réformes ont permis d'améliorer ni l'accès, ni la qualité de l'accès à la formation, ni la qualité d'accès à la qualification par les formations qui ont été, les divers plans qui ont été conduits par les gouvernements successifs n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Comme M. Donne est de France Stratégie, je voudrais vous citer, pour illustrer cette remarque, un rapport d'août 2017 de France Stratégie qui dit ceci. Le rapport s'appelle « Renforcer la capacité des entreprises à recruter ». Le rapport affirme que depuis une vingtaine d'années, les politiques en faveur de la formation professionnelle sont en effet perçues comme un des principaux leviers de la lutte contre le chômage, puisqu'elles sont censées réduire les difficultés de recrutement liées à l'inadéquation entre l'offre et la demande de compétences sur le marché du travail. Cependant, force est de constater que les plans massifs de formation et l'élévation du niveau de diplôme ont eu peu de prise sur le taux de chômage. Certains travaux considèrent même que les effets de ces plans sont nuls quand ils ne conduisent pas à dégrader relativement la situation des profils des moins diplômés. C'était juste pour, mettre un bémol sur la présentation un peu trop positive à mon goût, en tout cas selon notre compréhension à la CGT, qu'a faite M. Donne de la réforme. Pour la suite, c'est tout. Oui, pour l'instant. Votre point de vue alors sur la réforme, à part cette comparaison avec le rapport que vous venez de citer, quelle est la position de la CGT sur cette réforme dont on parle depuis hier, ici même à Haguenau ? Les points clés de cette réforme ont été présentés de façon très, très claire par M. Donne. Je peux en faire une relecture un peu critique, comme c'est un peu pour ça peut-être que vous avez invité la CGT. C'est bien, la CGT est critique par rapport à la réforme, elle est critique également par rapport aux accords nationaux interprofessionnels qui ont été signés et qui ont plus ou moins été repris par la loi. Bien, dans cette réforme, ça a été dit par M. Donne, il y a une reprise en main par l'État du système de formation professionnelle, et notamment
des financements et de l'affectation des ressources financières aux différents programmes et différents dispositifs de formation. Dans ce cadre-là, on a une affectation importante de l'obligation légale de financement des entreprises en direction des politiques d'emploi, demandeurs d'emploi et jeunes en recherche d'emploi, au détriment du financement des salariés en emploi. C'est un fait, il y a sur le 1% d'obligations légales qui reste depuis la réforme de 2014, nous avons 0,3%, c'est-à-dire 1,5 milliard, un peu plus, qui est affecté à la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes en recherche d'emploi, et donc qui ne va pas à la formation des salariés en emploi. C'est un choix qui peut se justifier, mais qui se traduit donc en rappelant que la réforme de 2014 avait supprimé la part de l'obligation légale que les entreprises devaient consacrer au plan de formation. Pour l'essentiel, je simplifie un peu, mais c'est bien ça. Et donc, on avait déjà une baisse de l'obligation légale des entreprises en direction de leurs propres salariés, en termes d'obligation de financement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne financent pas, mais en termes d'obligation de financement, il y avait une baisse. Et donc, on a bien une volonté de consacrer une part plus grande des financements à la formation des demandeurs d'emploi et des jeunes en recherche d'emploi. Qu'est-ce que nous avons... ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la réforme de 2014, on a cassé le thermomètre. On avait un outil qui s'appelait le CERFA 2483, qui permettait de recueillir les informations sur les financements des entreprises, sur les dépenses de formation des entreprises. Ce support, cette CERFA 2483, n'existe plus depuis. Elle devait être remplacée par des études que la DARES devait conduire pour avoir des informations sur ce que dépensaient aujourd'hui, ce que pourraient dépenser les entreprises en matière de formation. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas cet outil. Et lorsque vous regardez les comptes, ce qu'on appelle le jaune, c'est-à-dire les dépenses de formation fournies justement par la DARES, le ministère du Travail, eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas les dépenses de formation des entreprises hors obligation légale. Autre point clé de cette réforme, c'est une étape supplémentaire dans l'individualisation. Ça a été dit, hein, mais donc un CPF non seulement qui a été renforcé en termes d'accès, en termes de nombre d'heures, si on peut dire, mais qui surtout a été désintermédié pour une grande part par sa monétisation. Il n'est plus en heures, il est en euros. La suppression du congé individuel de formation, qui était un droit d'accès à une vraie formation longue qui permettait une transition professionnelle, remplacée par un CPF de transition qui, lui, est beaucoup plus strictement encadré et orienté vers des formations professionnalisantes qui permettent l'accès à l'emploi. Et enfin, une évolution assez importante, le Conseil en évolution professionnelle qui a été créé par la réforme de 2014 à l'initiative des organisations syndicales et patronales, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, qui donc pour la partie salariée en emploi a bénéficié d'un financement, ce qui est nouveau et qui est positif, un financement important, mais qui par contre est soumis à appel d'offres, à des opérateurs privés, qu'ils soient associatifs ou privés marchands. Bien entendu, il y a l'évolution des missions des OPCA, qui deviennent des OPCO, opérateurs de compétences. Je pense que nous en parlerons, je ne vais pas m'éterniser sur cela. Il y a bien sûr une refonte de la formation professionnelle dans les entreprises, avec la notion de plan de formation qui devient plan de développement des compétences, et en relation avec la réforme de la consultation des IRP, avec la création du conseil du CSE, j'ai oublié comment
c'est quoi le comité C'est ça, social les acronymes. et économique. Fusion Voilà. des... Une réforme de l'alternance et de HSCT. l'apprentissage, mais vous en avez parlé longuement tout à l'heure. Et enfin, une définition beaucoup plus large et plus souple de l'action de formation. Voilà un peu Sur l'individualisation ou la responsabilisation, puisque c'est le terme, je crois, qui a été employé par Vincent Donne, si je relis mes notes, qu'est-ce qui... pourtant, ça me paraît bien qu'un salarié puisse prendre la main sur... puisqu'on parle de choisir son avenir. Qu'est-ce qui vous chiffonne ? Le CPF, c'est à la fois un mythe et c'est pour une part, une mystification. Ça mérite d'être développé. Parce que là, vous avez fait du teasing, c'est un peu comme dans une bande-annonce de film, et on a envie de voir le film, quoi. C'est un mythe parce que aujourd'hui, M. Donne parlait de 4% des actifs qui ont accès. Moi, j'avais plutôt le chiffre de 2%, mais admettons 4%. Ouais. C'est déjà pas beaucoup. Avec un financement aujourd'hui d'1 milliard. J'ai, lors d'une conférence qu'a donnée Madame Catherine Fabre, qui est la rapporteure, qui a été la rapporteure de la loi, du projet de loi, je lui ai posé la question. Aujourd'hui, nous sommes donc le CPF concerne, il y a 2% des salariés qui ont accès, des actifs qui ont eu accès au CPF. Or, la réforme s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Le CPF est la mesure emblématique qui est censée porter ce droit. Alors, la question que j'ai posée, c'est à quel pourcentage devons-nous arriver pour que vous considériez que la réforme a abouti ? Une gêne et difficulté à répondre, bien entendu. Elle a répondu, elle a dit, écoutez, bien entendu, compte tenu des sommes à mettre en face pour permettre de le développer, on va dire qu'on va espérer multiplier ça par 2 ou par 3. Donc, parler du CPF comme étant un droit pour tous les salariés, ça relève quelque part du mythe. Mais si on parle, pourquoi un mythe ? Parce que justement, on a pu le mettre en avant et disons, le faire accepter par les gens, c'est parce que la majorité des gens, des salariés, des actifs, ont une très forte aspiration à avoir un droit individuel. C'est bien parce que cette aspiration existe qu'on a pu vendre cela. Ceci dit, qu'on s'entende bien, je suis peut-être un peu excessif dans mes propos, le CPF, c'est quand même un dispositif important qu'il faut développer. Mais ne le présentons pas, là où je voudrais mettre l'accent, c'est qu'il ne faut pas le présenter comme quelque chose qui va révolutionner la formation professionnelle. Ce n'est qu'un morceau. L'essentiel de la formation professionnelle reste dans les entreprises. Mystification, pourquoi ? Mystification parce que sa monétisation, en fait, réduit de plus de la moitié le financement réel qui est donné aux personnes, et aux salariés notamment, en matière d'accès à la formation. Puisque la monétisation, les heures sont transformées à hauteur de 15 €, alors que la moyenne des heures de formation prises en charge aujourd'hui, enfin jusqu'au début de l'année, par les OPCO était en moyenne de 40 €. Donc on a bien une baisse de plus de la moitié du financement possible d'une formation par les heures de CPF que nous avions auparavant. Voilà. François Falise, conseiller technique à la CPME. J'aurais aimé avoir les autres organisations syndicales, mais pour l'instant, le bus de Bichevillers arrive, sans doute, m'a-t-on dit. François Falise, est-ce que vous avez la même lecture que votre voisin de gauche En fait, non. Je ne suis pas étonné, je feignais d'être candide. On se connaît bien avec Jamal, ça fait longtemps qu'on se fréquente, donc je le dis d'autant plus à l'aise. Il y a un certain nombre de points sur lesquels on a une lecture très, très partagée, et je dois dire d'ailleurs que, contrairement à ce qui est souvent évoqué, la loi reprend beaucoup plus de points de l'accord interprofessionnel
qu'il n'y paraît. On pourra y revenir sur un certain nombre de sujets. Vous avez même lu l'accord dans le train. Je l'ai relu ce matin dans le train, donc c'est une révision toute fraîche. Ça me rappelle mes années universitaires. Et même si la CGT ne l'a pas signé pour un certain nombre de raisons, elle a participé à l'ensemble des débats et sur, je pense, énormément de points, elle retrouve des sujets qu'elle a souhaité défendre. Moi, je voudrais dire, pour essayer de prendre un petit peu de hauteur sur cette réforme, d'abord que c'est une réforme qui est infiniment plus compliquée à mettre en œuvre que les réformes précédentes, parce qu'à la différence des 3 précédentes, elle touche tous les acteurs de la formation professionnelle. Elle a un caractère systémique, avec la particularité, c'est qu'ils ne sont pas tous touchés au même moment. Et on est rentré là clairement dans une zone de turbulence qui va durer au moins 2019, sans doute 2020, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels l'ensemble du dispositif n'est pas opérationnel. Vous avez évoqué ce matin le côté renforcement du rôle de l'État, qui est la contrepartie avec une libéralisation accrue, on va dire, des marchés de la formation, parce qu'il y en a plusieurs. Ça, c'est une évidence, mais il y a d'autres aspects qui sont extrêmement importants sur l'évolution de la notion d'action de formation. Ça fait directement écho à ce que vient de dire Jamal Testouk sur la façon dont on mesure ou pas l'évolution des compétences. Je vais y revenir dans un instant. Sur l'évolution de la politique de certification, avec l'obligation de découper toutes les certifications en blocs de compétences, qui va avoir une incidence à moyen terme extrêmement importante. Et donc, il y a beaucoup de choses dans cette réforme. Et moi, je voudrais juste, en guise d'introduction, dire que, vu de notre fenêtre, le gouvernement prend 4 paris qui sont des paris qui ne sont pas de même nature. Un premier pari sur le développement de l'alternance. Là, objectivement, d'abord, c'est le pari le plus important, parce qu'il faut rappeler qu'avec cette réforme, l'État reprend une compétence qu'avaient les conseils régionaux, ce qui n'est pas habituel du tout, hein, en matière de réforme de la formation. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet de tensions extrêmement fortes avec les régions qui ne sont pas terminées aujourd'hui. Donc il y a un premier pari sur le développement du marché de l'alternance sous une série de nouvelles formes, avec le coût contrat, avec un certain nombre de mesures d'aide, d'accompagnement. C'est sans doute un des points sur lesquels la réforme sera jugée d'ici quelques années. Il y a des tas d'éléments qui vont dans le sens, effectivement, d'une ouverture au marché et du développement de l'alternance. Pour autant, je rappelle que pour développer de l'alternance, il faut des contrats, donc il faut des jeunes et des entreprises. Et donc, ça suppose... ça ne se décrète pas comme ça. Moi, je viens d'un secteur dans le BTP dans lequel on faisait de l'apprentissage depuis très très longtemps. Ce n'est pas parce que vous êtes en conjoncture meilleure qu'automatiquement, du jour au lendemain, il y a plus 10 ou plus 15% sur le nombre d'apprentis. Je vous rappelle juste qu'on est actuellement au nombre d'apprentis. Il a évolué dans sa composition, mais on est globalement au même nombre d'apprentis que ce qu'on avait à la fin des années 80. Donc ça veut dire qu'il y a une redistribution avec beaucoup plus d'apprentissage dans le supérieur, moins sur les premiers niveaux de qualification, mais il n'y a pas eu, en dépit de réformes antérieures, d'explosion de l'apprentissage jusqu'à présent. Mais là, on change tellement de modèle que, objectivement, il y a des possibilités. Et le premier effet mécanique qu'on verra, c'est la transformation d'un certain nombre de contrats de pro en contrats d'apprentissage. Donc, évidemment, facialement, on aura déjà l'impression que ça augmente de ce côté-là. Le deuxième pari, c'est le pari sur l'augmentation de l'autonomie des individus. Jamal Testouk vient d'y faire référence. Il y a un vrai basculement par rapport au dispositif antérieur, dans lequel il y avait à la fois une mutualisation et plus de moyens. Là, il y a une individualisation, donc plus de simplicité, mais un pari plus important. Alors, en appui de ça, il y a un dispositif qui est extrêmement musclé, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Ça a été rappelé tout à l'heure ce matin. Les opérateurs vont être choisis, ils seront sur la table, ils seront en place à partir de janvier 2020. Ils auront 6 mois pour s'organiser. L'État et les partenaires sociaux mettent beaucoup d'argent sur la table pour professionnaliser ce Conseil en évolution professionnelle en complément de ce qui est fait par les acteurs publics. Donc il y a une volonté en tout cas de jouer un effet d'accélération pour que les individus puissent davantage utiliser leurs droits. Moi je voudrais juste témoigner là-dessus parce que j'interviens dans un certain nombre de CFA et notamment ceux du BTP, que quand vous expliquez à un jeune qui est en brevet professionnel qu'il a déjà 2 000 € sur son compte et qu'avec ça il peut financer son permis de conduire, il comprend tout de suite comment ça marche. Et il ne lui faut pas très longtemps pour saisir son compte, ouvrir son compte, rentrer son numéro de sécurité sociale. Et quand vous lui expliquez en plus que c'est un droit rechargeable, et donc chaque fois qu'il l'utilise, il sera réalimenté, il comprend assez vite le fait qu'il rentre dans un monde professionnel dans lequel les règles de demain ne seront pas les règles d'hier.
Le troisième pari, qui est un pari extrêmement ambitieux et beaucoup plus compliqué, c'est la transformation de l'action de formation et le pari que demain, dans les entreprises, les compétences se développeront dans des modalités nouvelles. Alors, M. Donne l'a un peu évoqué. Il a dit aussi que les entreprises étaient les acteurs un peu épargnés de la réforme. Là, je ne partage pas du tout. Mais à mon avis, ma voisine de droite non plus. Pas seulement sur les aspects financiers, parce que Djemal Testouk l'a dit, à cotisation égale, la part qui reste pour la formation continue est extrêmement faible et elle est très en retrait par rapport à ce qu'avaient fixé les partenaires sociaux, mais surtout parce que le pari du développement des compétences sous de nouvelles formes, formation en situation de travail, formation ouverte à distance, touche très nettement à l'organisation de l'entreprise, à sa capacité à avoir des dispositifs tutoraux beaucoup plus musclés, et que c'est une chose de l'écrire. La définition de l'action de formation aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait hier, parce qu'elle n'est plus centrée sur le processus, mais sur la modalité et l'obtention des résultats. Donc ça donne une très grande liberté aux acteurs, y compris vous demain d'ailleurs, en tant que IUT, dans la façon dont vous souhaitez préparer quelqu'un à développer une certification. Donc elle donne de la liberté aux acteurs, y compris pour avoir demain des modèles organisationnels qui soient plus optimisés sur un certain nombre de points. Mais pour autant, on est au tout début du dispositif et la très grande majorité des entreprises ne savent pas comment prendre ça. Parce qu'il faut quand même rappeler que leurs obligations sociales ne sont absolument pas modifiées par la loi. Et donc on retire une partie de l'argent qui restait pour faire la formation des salariés, mais on leur dit en même temps, mais vos obligations sociales restent. Et donc maintenant, vous payez sur vos deniers de façon supplémentaire et dans les modalités de votre choix, la façon dont vous ajustez les compétences de vos salariés. Donc il y a un très très gros pari là sur le monde de l'entreprise, sur lequel il y a évidemment un travail d'accompagnement des branches et des organisations comme les nôtres, mais sur lequel c'est beaucoup trop tôt pour dire si ça va pouvoir se développer, indépendamment du problème de la mesure qu'a évoqué Djemal Testouk tout à l'heure. Sur ce point de la mesure, je voudrais juste vous donner un petit indicateur européen. C'est que quand on discute avec nos pays et nos camarades d'Europe et quand on leur parle du système de formation professionnelle, en fait, souvent, eux ne parlent que de la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne parlent que de la formation professionnelle formelle, celle qui relève, on va dire, de l'action publique, d'une façon ou d'une autre, et que dès lors que ça touche l'entreprise, c'est considéré comme de la formation informelle. Et il y a plein de pays sur lesquels on n'a pas de données, effectivement, sur la façon dont les entreprises engagent le développement des compétences au sein de l'entreprise, considérant qu'on est dans une logique privée et que c'est l'affaire de l'entreprise. Et en tout cas, c'est le regard qu'ont un certain nombre de pays européens. On l'avait constaté dans un colloque qu'on avait fait il y a quelques années, dans le cadre du Conseil national de l'évaluation de la formation professionnelle. Et le dernier point, après je me tais, c'est promis, c'est le pari de l'adaptation institutionnelle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'État prend le pouvoir dans un monde beaucoup plus libéral. C'est une façon de voir les choses, en considérant que, comme il y a une libéralisation du marché, il faut un patron et un seul. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il demande et aux branches professionnelles et aux conseils régionaux de se replacer dans un cadre institutionnel tout à fait différent. Et que ça, pour le moment, notamment quand on voit la façon dont sont en train de se construire les OPCO, et quand on voit la façon dont réagissent les conseils régionaux, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que c'est pas gagné, et que c'est trop tôt pour dire si sur ce point-là, la réforme va fonctionner, alors que ces opérateurs ont un rôle extrêmement important pour mettre de la fluidité demain dans le marché de la formation professionnelle, et on n'a pas, à ce stade, de visibilité là-dessus. Très clairement, à vous entendre, François Fadiz, alors j'ai bien retenu les 4 paris sur le développement de l'alternance, l'autonomie des individus, la transformation de l'action de formation dans les entreprises et puis l'adaptation institutionnelle. Vous avez dit que c'était une réforme particulièrement compliquée, peut-être la plus compliquée de celle par rapport à celles qui ont été mises en place peut-être trop souvent. Est-ce que c'est un pari risqué ou c'est un pari perdu ? Non, mais je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il y aura le pari a de fortes chances d'être relevé positivement. Et je suis plus optimiste que Djemal Testouk sur le développement et la façon dont les individus vont se mobiliser sur le CPF, et aussi sur la façon dont le marché de la formation professionnelle va s'adapter. Parce que vous voyez bien que ça a déjà commencé et qu'il y a plein de domaines sur lesquels les choses se transforment de façon assez rapide. Et d'un pur point de vue économique, un marché sur lequel les gens rentrent avec des droits entre 2 000 et 5 000 euros, c'est un marché.
en sens de capacité d'achat. Et je vous rappelle que l'individu demain peut acheter avec du CPF beaucoup de choses. Il peut acheter des blocs de compétences et vous allez voir que les blocs de compétences demain, qu'on trouvera systématiquement, puisque toutes les certifications seront découpées en blocs de compétences, il y a des tas d'opérateurs qui vont se mettre sur ce marché-là et qui vont être identifiés pour aller sur ce marché-là, à commencer par vous, sur un certain nombre de formations sur le supérieur. Et donc, je pense que ça peut marcher, mais évidemment qu'on ne sait pas ce que donnera le Conseil en évolution professionnelle, et surtout, il faut garder une attention plus forte sur les populations qui sont le plus éloignées de l'usage de ce dispositif. Et je pense que c'est une des préoccupations qu'a toujours exprimé la CGT et d'autres organisations syndicales. Il ne faut pas que ça soit un droit dont les seuls bénéficiaires soient les gens qui savent déjà utiliser les dispositifs individuels qui existent. Sur l'alternance, je suis convaincu que ça va se développer, mais encore une fois, il y a quand même... Les chiffres que vous donniez ne sont pas très rassurants. Années 80, 2010... Oui, mais on n'a jamais 2020. eu une réforme de cette nature. Et je rappelle qu'on change complètement de modèle, parce qu'on était dans un modèle qui était piloté par la logique de la subvention d'équilibre, au niveau de la carte des formations, au niveau de l'apprentissage. Demain, vous êtes sur un modèle sur lequel l'apprentissage, d'abord, démarre dans des conditions financières extrêmement sécurisées, parce que l'argent que met France Compétences sur la table est un argent important, et donc qui fait que l'ensemble des acteurs de l'apprentissage sont aujourd'hui en capacité de continuer leur activité, et d'autres acteurs vont venir sur le marché. Donc je pense que sur l'alternance et l'apprentissage, ça va se développer. À quel niveau, on le verra un peu plus, mais je pense que ça va se développer assez vite, avec déjà, je l'ai dit, un premier effet mécanique, c'est que vous allez avoir une bonne partie des contrats de pro, et notamment tous les contrats de pro qui étaient faits sur du diplômant, qui vont se transformer en contrats d'apprentissage très rapidement, parce que c'est plus intéressant pour l'entreprise. Alors que nous accueillons Michel et Michel Bogas, Force ouvrière, et Michel Perrin de la CFDT. Merci de nous rejoindre. On a commencé avec un petit peu d'avance cette table ronde, Madame, Monsieur. Alors je rappelle, Michel Bogas, que vous êtes secrétaire confédéral en charge des politiques de l'emploi, de l'assurance chômage et de la formation continue. Et Michel Perrin est secrétaire confédéral CFDT au service emploi, sécurisation des parcours professionnels. Grand professionnel de la prise de parole en public et des réunions, je suis sûr que je peux vous passer la parole d'ores et déjà sur les quelques mots que vous pouvez nous dire, peut-être le temps de vous laisser prendre un verre, les quelques mots que vous pouvez nous dire, Michel Perrin ou Michel Bogas, sur votre point de vue en quelques minutes sur cette réforme donc, qui est le fil rouge des travaux de l'ADUT pendant ces 3 jours. Qui prend la main? Michel Perrin? Alors, je vais vous demander de prendre le micro et de le baisser un petit peu. Voilà, très bien. D'accord. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, et on vous remercie beaucoup pour votre invitation. Et moi, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, pour parler donc, de cette réforme et des positions de la CFDT par rapport à cette réforme. Tout d'abord, je voulais poser... des éléments sur le système de formation continue que souhaite la CFDT d'une façon globale. Et quand on défend des positions et quand on défend des principes, c'est avec l'idée de réduire les inégalités et d'accompagner tous les travailleurs dans leur insertion et leur évolution professionnelle en évitant de laisser des personnes sur le bord du chemin. Et collectivement, pour être aussi au service du développement économique et des transitions numériques et climatiques. Voilà, ceci étant posé, est-ce que la réforme pour la CFDT va dans ce sens-là? Il y a des oui et il y a des non, il y a beaucoup de contrastes, notamment ce qu'on peut dire déjà d'une façon... un peu plus négative, c'est que la monétarisation du CPF ne convient pas du tout à la CFDT parce qu'elle est porteuse d'une idée sociale autour d'une autonomie très très importante des travailleurs. Or, on sait que cette autonomie profite surtout au niveau supérieur et que les personnes des premiers niveaux de qualification ont du mal à s'y intégrer. Et que donc pour nous, ça n'a été acceptable que dans la mesure où on a pu défendre le renforcement d'un accompagnement des personnes, parce qu'il est évident que pour rentrer dans ce système et pour se former et développer ses compétences tout au long de la vie, il est important d'être accompagné, d'être conseillé, parce que c'est pas facile d'y aller tout seul.
Le système d'accompagnement, c'est donc le Conseil en évolution professionnelle, le CEP, qui a été renforcé. Il existait déjà pour les demandeurs d'emploi et il y a eu des financements qui sont dégagés et des opérateurs qui vont être désignés par appel d'offres pour conseiller les salariés. Donc ça nous va bien. Le challenge, c'est de monter en puissance sur ce conseil. Il faut que les travailleurs et les salariés fassent plus appel à ce conseil. Voilà notre challenge dans les temps qui viennent. Donc tout ce dispositif de financement qui avait déjà été mis en place par la loi de 2014 se poursuit, notamment avec le CEP, comme on vient de le dire, mais aussi tout ce qui est l'entretien professionnel et également le bilan de compétences qui a réussi à être sauvé. Là, je regarde, plus ou moins sauvé. Voilà, on est d'accord. Et donc, l'objectif de ce dispositif d'accompagnement étant un objectif d'aide, un objectif d'accompagnement du travailleur à faire ses choix et à être conseillé sur la suite. Et donc, ça exige un changement de posture des conseillers qui était très souvent dans la prescription. Et ça exige aussi d'avoir des bonnes informations pour bien conseiller le salarié sur des reconversions, des métiers, le développement de ses compétences et peut-être aussi sur des organismes de formation et des financements. Ensuite, la loi, elle porte en elle tout ce qui tourne autour du développement des compétences, puisque la formule de l'État, c'était construire une société de compétences. Donc, dans ce cadre-là, le plan de formation devient le plan de développement des compétences. La définition de l'action de formation s'élargit et on va beaucoup plus vers une logique de résultat, et le résultat étant la compétence et le développement des compétences. Alors, pour nous, bon, c'est une bonne chose, mais il faut être vigilant et il faut vraiment veiller à ce que toute la formation et ce que tous les opérateurs qui sont impliqués dans le développement des compétences soient dans de la qualité et dans de la formation de qualité. Justement, au niveau de la qualité, donc la loi, dans la poursuite de ce qui a été fait en 2014, instaure un référentiel unique, ça simplifie le système, ça intègre les CFA et les opérateurs VAE et bilan de compétences dans le système, ce qui pour nous est une bonne chose. Mais maintenant, nous, envisager la qualité seulement du côté opérateur, ça ne nous suffit pas. Et nous souhaiterions que le système qualité qui soit choisi pour la formation continue soit un système beaucoup plus global et qu'il intègre notamment tout ce qui est identification des besoins, tout le système d'accompagnement, parce que là, le système de CEP, par exemple, n'est pas dans la qualité. Après, ce qu'on peut dire de cette loi, c'est que le volet qui est le plus impacté par cette loi, c'est l'apprentissage. L'apprentissage avec un scénario de rupture très très important à tous les niveaux. Un transfert donc du pilotage des régions aux branches professionnelles, donc un transfert et du financement également. Une libéralisation donc administrative des CFA et un financement au contrat qui remplace le système de subvention. Donc c'est quand même, ce sont des gros changements, des changements majeurs. Et bien que pour nous, la CFDT, l'objectif de développer de l'apprentissage est partagé, on le partage avec l'objectif de la loi, pour nous, il y a quand même des gros points de vigilance et la loi, elle a quand même des manques importants. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le nouveau système d'apprentissage soit efficace et surtout au service des jeunes et de la qualité de leur formation. Michel Perrin, lesquels, à votre avis, rapidement, les 2 manques ou 3 manques que vous mettez en exergue? Alors, notamment, il y a un énorme manque qui est au niveau territorial. Toute l'organisation territoriale de l'apprentissage, avec cette volonté de changer de place aux régions dans le système,
Il a été oublié un certain nombre de choses, notamment tout ce que les régions faisaient pour l'animation territoriale de l'apprentissage, toute l'offre de formation, et également avec les nouvelles missions qu'ils ont dans l'orientation. Et tout ça, il faut le mettre en musique, et ça ne pourra être mis en musique qu'avec une vraie coopération de tous les acteurs, et ça, la loi ne le traite pas. Et maintenant, on doit travailler pour mettre en place toute cette coopération au niveau territorial. C'est-à-dire que vous avez peur qu'il y ait, comme les déserts médicaux, des déserts de formation, c'est ça aussi ? C'est pas la peur d'avoir des déserts de formation, c'est la peur, par exemple, il y a un énorme manque autour de l'orientation des jeunes. Les CFA, je vous donne un petit exemple, parce qu'on ne va pas tout éclairer, autrement on en a jusqu'à demain soir. Ça tombe bien, c'est la fin du colloque demain soir. Je peux tenir, mais bon, c'est pas le but. Les CFA, avec la loi, sont chargés de l'accompagnement des postulants à l'apprentissage pour trouver un employeur. Or, pour être orienté, un jeune, il a besoin de savoir, quand il aura défini son projet professionnel, vers quel CFA il va aller. Eh bien, tout ça, ce n'est pas prévu. La carte de formation a été supprimée dans la loi, et il faut maintenant trouver des solutions sur qui va bâtir la carte de formation, comment. On voit bien que les branches professionnelles ne pourront pas le faire, parce qu'il faudra le faire 10 fois pour les 10 OPCO. On voit bien que ça ne peut pas se faire sans l'aménagement du territoire, et que là, on est typiquement dans un exercice qui doit être collaboratif entre les partenaires sociaux et les régions à minima et tous les observatoires, par exemple. Merci. Michel Bogas, lorsque vous êtes arrivé dans cette salle, François Falise, conseiller technique à la CPME, terminait sur les 4 paris, selon lui, que l'État avait à relever avec cette réforme pour que cette réforme soit une réforme gagnante. Alors vous dites, la réforme aura gagné quand les salariés diront « je vais me former » plutôt que « je pars en formation ». Est-ce que, votre avis, ils vont prononcer cette phrase dans quelques années en disant « je vais me former » avec cette réforme ? Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et, je vais essayer de répondre à votre question, même si ce n'est pas facile de prendre un débat en cours de route, comme on le fait aujourd'hui. D'abord, pour reprendre un peu notre positionnement par rapport à la loi sur Avenir Pro, c'est que Force ouvrière s'était engagée dans une négociation d'un ANI, et est signataire d'ailleurs d'un ANI qui, pour nous, faisait progresser les droits des salariés. C'est-à-dire qu'on passait de 24 heures annuelles pour le CPF à 35 heures, et puis on préservait les OPCA, qui me semblait être un bon outil à ce moment-là, et puis surtout... l'ensemble des organisations patronales et syndicales avaient donné un avis défavorable à la monétarisation, et force est de constater. Et puis, on avait surtout obtenu un financement pour le Conseil en évolution professionnelle, financement qui n'existait pas auparavant, avec, bien évidemment, comme objectif de développer le CEP, puisque, en tout cas à EFO, il nous semble qu'un salarié ou un jeune ne peut bien choisir son avenir professionnel que s'il est bien éclairé et donc bien conseillé. Et nous souhaitions que le conseil dans l'évolution professionnelle soit en quelque sorte une obligation, un passage obligé avant de choisir sa formation professionnelle. Et nous avions eu l'occasion de dire que nous souhaitions que le CEP s'applique aussi aux jeunes qui voulaient rentrer en apprentissage pour bien choisir leur voie, et quelle que soit la voie de l'apprentissage choisie, et quel que soit le niveau, du CAP ou au supérieur. Force est de constater que la ministre a fait fi de ce que nous avions pu signer. La monétarisation du CPF est arrivée, et dans les faits... bien évidemment, c'est une baisse des droits des salariés, puisque un droit en heure, bien évidemment, n'équivaut pas à un droit en euros, puisqu'il faudra quand même quelques années pour que, à coût de 500 € par an, pour qu'on puisse se payer, pour que le salarié puisse se payer une vraie formation professionnelle qualifiante. J'y reviendrai peut-être plus tard dans mon propos, mais ce n'est pas le fait que le salarié soit juste formé aux compétences attendues par l'entreprise, mais que les compétences, même si elles sont par bloc, puissent s'inscrire dans un parcours qualifiant, puisque nous souhaitons que toute formation puisse amener le salarié ou le jeune à une certification ou une qualification. Certification et qualification, qui, je le rappelle encore aujourd'hui, sont les références pour les salaires de base dans les conventions collectives.
Si vous parlez d'autre chose, il n'y a plus de référence dans les conventions collectives, et donc il y a une difficulté pour que le salaire qui soit en conformité avec vos compétences puisse être établi. Ça a été évoqué hier dans une question. Voilà. Mais comme je n'étais pas là hier, je précise. Vous n'étiez pas attendu hier, rassurez-vous. Vous avez votre mot d'excuse. Pour nous, bien évidemment, nous étions plutôt favorables sur le volet apprentissage. Que l'apprentissage soit transféré aux branches professionnelles pour 2 raisons. Un, il nous semblait que les branches professionnelles pouvaient effectivement être le mieux à même de construire les certifications et les besoins des entreprises dans ce cadre-là, attendu. Et puis, une autre option plus politique, celle-ci, c'est que renforcer la branche dans ce cadre-là, c'était aussi répondre en quelque sorte aux ordonnances travail qui, quelque part, renvoyaient tout à l'entreprise. Ça, c'est bien un sujet. À aujourd'hui, bien évidemment, peut se poser la question. Et puis, de l'avenir du développement de l'apprentissage. Soit il y a beaucoup d'apprentis dans le supérieur, dont les UT sont un vecteur, mais il me semble qu'il faut développer l'apprentissage aussi sur les plus bas niveaux. Et puis l'apprentissage, c'est un vrai pari. C'est un pari que les salariés et les jeunes qui sont formés par le biais de l'entreprise continueront à se former plus tard. Et donc, on pourra éventuellement voir, et en tout cas on l'espère, un développement de la formation professionnelle continue. Et qu'on s'adressera enfin, pour la formation professionnelle continue, aux salariés qui en sont plus éloignés, c'est-à-dire les salariés des petites entreprises et des moyennes entreprises. C'est ça le pari pour nous. C'est pour ça que nous sommes inscrits dans ce cadre-là. Maintenant, reste une difficulté majeure, c'est le financement de l'apprentissage. C'est bien évidemment le coût contrat. Il a été défini. À France Compétences, ces coûts contrats ont été définis à la demande des branches, après concertation. Je sais aussi que nous avons beaucoup insisté auprès du ministère du Travail pour que l'éducation nationale, en tout cas les lycées professionnels, et l'enseignement supérieur professionnel soit traité de la même manière que ce qu'on peut appeler l'enseignement du privé, c'est-à-dire des CFA. C'est-à-dire que le coût contrat s'applique à tous, au même quantum, et il n'y a pas à y avoir de prétexte, mais il me semble que les UT ont un peu gagné le combat. Les lycées pro un peu moins, mais d'après ce qu'on m'a pu me rapporter, l'enseignement supérieur devrait avoir le droit au coût contrat entier sans aucune minoration, ce qui n'est pas le cas des lycées professionnels, ce qui m'inquiète d'ailleurs sur ce cas-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question, mais... Semblerait. Donc, je vous propose que l'on entende la dernière représentante des partenaires sociaux, c'est Anne-Cécile Monvoisin qui représente le MEDEF, et qu'on aille peut-être un tout petit peu plus loin. Bon, alors sur la réforme, vous allez nous dire peut-être en 2 mots, mais surtout sur le volet apprentissage, qui est un gros volet de la réforme et que le MEDEF a particulièrement soutenu et qui a été très repris dans les propos des différents intervenants. Anne-Cécile Monvoisin, si vous voulez bien. Oui, merci. Alors, je vais vous demander de le rapprocher de vous. Voilà. Très bien. Voilà, le régler, c'est bon, vous m'entendez. Donc effectivement, cette réforme de la formation a été voulue par le MEDEF parce que le système actuel n'était pas satisfaisant et pas en réponse aux besoins des entreprises. Donc cette réforme était nécessaire parce qu'effectivement, la formation dans son ensemble, qu'il s'agisse de formation professionnelle ou d'apprentissage, est une réponse. Alors, pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, quelle est la question ? La question est, en tout cas le sujet de la question, est bien l'emploi et la compétitivité des entreprises. Donc la formation dans son ensemble est bien une des réponses à l'emploi et à la compétitivité. Donc emploi, donc maintien dans l'emploi des salariés et possibilité de faire évoluer leurs compétences aux évolutions des besoins de l'entreprise, l'évolution des métiers, et emploi aussi sur le volet recrutement. Encore aujourd'hui, bon nombre d'entreprises ont des difficultés de recrutement, donc dans certaines zones très rurales, très éloignées des grandes métropoles. Donc ça reste une grande
une grande difficulté que rencontrent les entreprises. Et pour rebondir sur ce qui était dit par Yann Perrin, c'est vrai qu'il y a cette veille qu'il va falloir faire sur l'offre de formation, sur le travail de coordination entre les différents acteurs, branches, conseils régionaux, les observatoires des métiers et des qualifications. Mais il faut veiller aussi à avoir une offre en proximité des entreprises. Donc une proximité de l'offre de formation. Alors pour répondre à votre question, Jérôme Bergerot, sur l'apprentissage, sur la réforme, effectivement, certaines mesures nous apportent satisfaction. Effectivement, nous sommes passés d'une logique d'un système subventionné. Donc l'apprentissage était subventionné par les régions, et les régions décidaient de la carte des formations, de l'ouverture de CFA et de l'ouverture de sections en apprentissage, comme on dit quand on parle d'apprentissage. C'est vrai que parfois c'était des choix peut-être un peu arbitraires, pas forcément en lien avec les besoins réels des entreprises et avec un temps de réactivité parfois long. Parfois long. Donc entre un besoin exprimé par une entreprise à un instant T, il fallait parfois jusqu'à 3 ans, 3 voire 4 ans pour accueillir les premiers apprentis. Donc c'est vrai que ce tempo n'est pas en adéquation avec les besoins des entreprises, où le long terme, la gestion à long terme n'existe plus, le moyen terme de moins en moins, et on est sur du court terme, voire du très court terme. Donc c'est vrai que la suppression de cette contrainte, on va dire administrative déjà, va permettre plus de réactivité, plus d'agilité pour offrir aux entreprises des réponses formatives parfaitement adaptées à leurs besoins. Effectivement, les branches seront force de proposition pour définir les formations. Donc là, on se réjouit de cette. Et quel intérêt d'avoir des CFA gérés directement par les entreprises? Est-ce que ça... Alors, on est sur une libéralisation donc, du marché de l'apprentissage. Donc, ça a été évoqué précédemment. Je ne vais pas y revenir dessus. Donc, il y a les CFA donc, qui existent aujourd'hui, qui vont continuer leur activité, bien évidemment. Il y aura la possibilité de création de nouveaux CFA. Il y a des organismes de formation qui vont proposer de l'apprentissage, donc qui vont devenir, quelque part, CFA, c'est plutôt les CFA qui vont devenir organismes de formation, il faut plutôt le dire dans ce sens-là. Et autre possibilité, effectivement, proposée, parce qu'on est vraiment sur une libéralisation d'un marché, c'est la possibilité qui est offerte aux entreprises de créer leur propre CFA. Donc, alors, ceci en réponse, là encore, à des besoins spécifiques, à des entreprises ou à des secteurs d'activité. Alors là, dans les tuyaux, il y a quelques projets de création de CFA d'entreprise. Parmi eux, il y a le projet de création d'un CFA sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, donc avec Sodexo, Corian, Adecco, il y a encore un autre opérateur, Accor, pas des moindres. Donc là, un projet, on va dire, collectif de création de CFA d'entreprise. Il y a également Safran qui est sur un projet, Schneider Electric. Pour citer les Et s'ils les montent, ces CFA, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'ils ne trouvent pas? Pour quelle raison? Alors, bien sûr, ils ne trouvent pas de réponse, on va dire, de réponse d'offres de formation, donc qui correspondent à leur métier, à leur spécificité. Et puis, il y a la touche
la touche qui est propre aux entreprises ou à un secteur d'activité pour aussi former les apprentis à la culture de l'entreprise. Un mot avant d'entendre Vincent Donne sur un sujet qui vous concerne aussi. Ça a été dit par plusieurs intervenants sur la responsabilisation peut-être ultime du salarié pour mobiliser donc son CPF. Je vous pose la question à vous, représentant du MEDEF, mais aussi au conseiller technique de la CPME. Est-ce que dans les entreprises, il va y avoir de grandes actions de com pour que les salariés se prennent en main? Tout à l'heure, je crois que c'est Vincent Donne nous parlait de Wall Street English qui à Paris barrait ses pubs de My Taylor is Rich en disant mobilisez votre compte personnel de formation. Est-ce que vous allez vous prendre en main, est-ce que vous allez demander à vos adhérents, puisque ce sont les entreprises qui sont adhérentes, de faire cet effort? Alors, le droit, on va dire, vous avez repris cette expression tout à l'heure, M. Donne, le droit individuel à la formation, donc, qui s'est transformé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est un compte personnel de formation. C'est vrai que c'est à la main et à la main seule des individus aujourd'hui. Donc, on est bien sur quelque chose qui est... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous allez mobiliser, faire de la com sur les entreprises? Alors voilà, oui, merci. Les entreprises. Merci, j'avais Je vous en perdu le prie. fil. Donc les entreprises, donc les salariés aujourd'hui ne connaissent pas forcément tous leurs droits. Et encore la semaine dernière, j'ai échangé avec un chef d'entreprise qui me disait qu'il avait eu un collaborateur qui était venu le voir en lui disant « Je voudrais mobiliser mon DIF ». Donc droit individuel à la formation, donc qui n'existe plus depuis déjà quelques années. Donc comment je dois faire? Donc effectivement, il y a un gros travail de pédagogie qui est à faire. Donc les organismes de formation, donc les professionnels de la formation le font à travers de la publicité dans le métro ou autre. Donc bien sûr, il y a d'autres moyens donc pour expliquer. Les droits et les différents dispositifs. Donc bien sûr, c'est le rôle de l'entreprise d'accompagner les salariés à y voir clair dans les différents dispositifs et à développer leurs compétences en mobilisant les bons dispositifs. Donc effectivement, il y a régulièrement des informations dans les CSE, dans les CSE ou via d'autres biais. Et nous, MEDEF, nous avons porté, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel, le principe du CPF co-construit. Donc, c'est-à-dire qu'un salarié qui mobilise son CPF et qui n'aurait pas le montant disponible pour suivre la formation, donc il y aura des possibilités d'abondement donc par l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle un CPF co-construit. Donc ce qui nécessite au sein d'une entreprise d'avoir signé un accord d'entreprise, donc précisant les différentes modalités de cette co-construction, accord d'entreprise ou accord de branche. Donc là, la récence de l'application de la loi fait que c'est pas encore effectif, mais ça va se faire progressivement, et des branches y travaillent et certaines entreprises aussi travaillent sur des accords. François Falise, rapidement sur ce point. Rapidement. Je vous promets, je serai bref. Non, mais je rejoins le MEDEF sur le fait qu'on a un enjeu pour nous d'accompagner les entreprises sur le fait qu'elles comprennent bien qu'il y a des enjeux en termes de co-construction, il y a des nouveaux dispositifs également avec ProA, que pour autant c'est un droit qui est clairement un droit individuel et qu'il peut se mobiliser dans une co-construction que s'il y a un intérêt conjoint de l'individu et de l'entreprise à aller vers une élévation de la qualification, parce que la règle de base, c'est que l'entreprise n'a pas d'information sur les droits de l'individu, et donc c'est uniquement quand l'individu vient pour dire « nous avons un projet sur lequel on peut être intéressé » qu'il peut y avoir de la co-construction. Donc nous, on encourage évidemment les entreprises, mais aussi les branches professionnelles à monter des dispositifs, parce que si une branche professionnelle passe un accord collectif, on peut très bien avoir des dispositifs qui permettent de mutualiser les abondements et donc qui permettent à des entreprises de rentrer dans des logiques de co-construction alors qu'elles n'y seraient pas rentrées individuellement. Dans l'entreprise, ça peut se faire dans le cadre d'un accord d'entreprise, évidemment, ça peut se faire individuellement. L'intérêt de le mettre dans un accord d'entreprise, c'est que ça met ça dans un périmètre plus large,
qui est la montée en compétence de l'entreprise, avec des obligations de l'entreprise sur un certain nombre de sujets. Je rappelle qu'elle a déjà des obligations d'information, ça a été évoqué tout à l'heure, dans les entretiens professionnels notamment, et qu'un des intérêts de l'accord d'entreprise, c'est évidemment de parler de l'ensemble des modalités possibles sur le développement des compétences. Merci. Alors justement, sur les compétences, Vincent Donne. Juste pour réagir à ce qui vient d'être dit aussi, quand je disais que l'entreprise était relativement épargnée par la réforme, c'était de dire que on a beaucoup traité avec cette réforme l'aspect individu. Et au final, le but n'était pas du tout de pointer du doigt les entreprises, c'est de dire au contraire, peut-être que le plus gros reste à faire, il est justement dans un service et un accompagnement qui va être nécessaire à donner à ces entreprises, justement. Accompagnement qui pourra arriver par un certain nombre d'acteurs. Évidemment, on pense aux nouveaux OPCO, hein, donc, qui vont se retrouver quand même, qui perdent l'un de leur rôle principal qu'elles jouaient jusqu'à présent dans la formation, et qui vont peut-être se réorienter justement sur accompagner les entreprises, notamment les PME qui n'ont pas forcément, on le sait, hein, les capacités d'arriver à comprendre, anticiper et formuler leurs besoins en matière de compétences. Voilà. Donc il y a tout un enjeu, je pense, qui est un peu le pendant de la réforme à entreprendre, qui est au contraire dans l'entreprise, qui va être de la responsabilité de l'entreprise, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs, hein, les observatoires, que ce soit les Carrefour Rêve, les observatoires de branche, etc., qui vont aussi pouvoir jouer ce rôle peut-être de mener des études prospectives, comme France Stratégie en mène aussi, sur des anticipations de besoins en compétences, de besoins en emploi, etc., à moyen terme, pour que on puisse mettre en place un accompagnement des entreprises. Et on peut dire, voilà, la réforme a traité l'aspect individu. Pour l'instant, on ne sait pas du tout si ça va marcher. Moi, je rappelle, je ne suis pas un émissaire du gouvernement, donc je partage pas mal de réformes, ou en tout cas de points d'alerte qui ont été formulés par les uns et les autres, hein, que ce soit en matière de régulation du marché de l'apprentissage, même si on rappelle que France Compétences et les régions vont avoir quand même, à côté d'une logique de pur marché, des fonds disponibles pour pouvoir maintenir là où, justement, dans certains territoires, on peut avoir le risque d'avoir une disparition de l'offre d'apprentissage. Il y a des fonds qui sont dédiés pour pouvoir pallier ces problèmes. Là encore, ça reste à mettre en place, c'est une nouvelle organisation. Sur d'autres points qui ont été soulignés, voilà, je les partage. Mais en tout cas, on peut dire, du côté de l'individu, il y a une philosophie. Voilà, il faut quelques années pour voir si ça va mettre en place. Je pense que le reste à faire, c'est le côté entreprise. Alors sur les compétences, puisque c'est le sujet, ça a été aussi le sujet d'hier avec les blocs de compétences. Sur les compétences, il y a eu une question hier, je crois que c'est vous qui la posiez, mais diable, de quelles compétences parle-t-on et de quelles compétences les entreprises ont-elles besoin, d'après ce que vous en savez, vous, Vincent Donne? Et puis après, je poserai la question aux représentants du MEDEF et de la CPME. Alors, c'est toujours très compliqué de parler des besoins, des compétences des entreprises de façon transversale, en traitant en même temps tous les secteurs, tous les métiers, même si je peux essayer de le faire en deux mots. On voit qu'en plus, traiter de quelles sont les compétences qui sont demandées actuellement par les entreprises dans leur processus de recrutement, ça donne en creux une indication sur un peu la valeur du diplôme. Donc il y a des études qui ont été produites par Pôle emploi et France Stratégie notamment, avec des enquêtes qualitatives auprès des entreprises sur qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous effectuez un recrutement. Et ce qu'on voit dans un premier temps, c'est assez étonnant, c'est qu'on a une place prépondérante qui est aujourd'hui donnée aux compétences comportementales. Alors on a compétences comportementales, on sait, il y a un enjeu sémantique. Ici, j'appelle compétences comportementales tout ce qui n'est pas compétences professionnelles et techniques, on pourrait dire. On a 6 employeurs sur 10 qui disent que c'est ce qui valorise en priorité quand ils cherchent à recruter. Et ils disent aussi que c'est souvent décisif pour ce qui est du choix final du candidat. Ce qui est encore plus étonnant, je sais pas, mais quand même peut-être un peu contre-intuitif, c'est que cet aspect premier donné aux compétences comportementales, c'est encore plus vrai dans les petites entreprises et dans les entreprises qui déclarent qu'elles ont des difficultés de recrutement. Alors, c'est étonnant parce qu'on pourrait se dire le diplôme et les compétences techniques, ça devrait rassurer les entreprises. Et au final, non, on se rend compte que c'est ces entreprises-là qui privilégient ces compétences comportementales. Le rôle du diplôme, là aussi, la place du diplôme, elle est un petit peu ambiguë si on s'adresse aux entreprises, parce qu'on a presque 60% qui le citent comme pas forcément primordial, hein, quand elles font 60%. Près de 60%. Par contre, et ça c'est intéressant, quand on regarde les entreprises qui prévoient une embauche en CDI,
Là, on se rend compte que c'est relativement supérieur. C'est-à-dire que de 33% d'entreprises qui disent qu'elles jugent le diplôme principal en CDD, on passe à 47-48% pour les embauches en CDI. Et ça, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire quand on invisibilise les effets de taille et les effets de secteur. Alors évidemment, ça dépend des secteurs, hein, ce que je viens de vous dire. Hein, les compétences comportementales, elles sont privilégiées, notamment hébergement, restauration, commerce, agroalimentaire. À l'inverse, les compétences techniques, elles seront plus présentes dans construction, réparation automobile ou l'industrie en général, alors que le diplôme lui-même va être privilégié dans tout ce qui est assurance, banque, activités scientifiques et techniques, ou encore, évidemment, l'administration. Quelles sont, si on t'intéresse juste un peu plus précisément, quelles sont ces compétences qui sont demandées? Alors, ce qui est des compétences comportementales qu'on trouve en tête de liste, c'est la capacité d'autonomie, le travail en équipe, le sens de la relation client, qui est quelque chose qui aujourd'hui dépasse même les secteurs du commerce tels qu'on l'avait déjà avant, mais aussi ces compétences sont toujours un petit peu difficiles à évaluer. La capacité d'adaptation, la capacité d'initiative. Je vais y revenir juste après. Alors les compétences de base, évidemment, littératie, numératie, qui restent toujours très recherchées, et aujourd'hui les compétences informatiques qui font partie de ces compétences de base, je pense que c'est important de le dire, et on sait qu'avec la transformation des métiers, ces compétences numériques, elles vont être intégrées dans la plupart des métiers. On prend souvent l'exemple des conducteurs routiers qui devront un jour être capables de pouvoir travailler avec des tablettes, etc. Choses comme ça. Donc voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, sur ces compétences comportementales qui semblent primordiales, est-ce que j'ai tout dit? En réalité, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que la définition qui est donnée par les entreprises de ces compétences comportementales, elle diffère en réalité souvent selon les métiers ou selon les secteurs. Et ça, c'est intéressant. L'exemple qu'on prend souvent, c'est cette fameuse capacité d'adaptation. Alors, dans certains métiers, la capacité d'adaptation, ça va être la capacité de réaliser plusieurs tâches différentes ou d'évoluer dans un environnement de travail changeant. Mais dans certains secteurs, et je prends l'exemple du secteur de l'hôtellerie-restauration, la capacité d'adaptation, ça peut en réalité vouloir traduire le fait d'être en capacité de s'adapter à plusieurs types de publics différents. Par exemple, à des publics étrangers, travailler avec des touristes chinois ou asiatiques, qui va entraîner, au-delà de la question de la langue, toute une capacité d'adaptation. Et en final, on voit bien que là, cette capacité dite comportementale, c'est une capacité finalement qui serait évoluée dans un milieu interculturel, qui pourrait totalement être vue comme une compétence peut-être technique ou professionnalisante. Donc on voit que ces compétences comportementales, elles sont certes plébiscitées par les entreprises, mais elles renvoient souvent à des définitions différentes. Ce qui nous amène justement à cette question-là, qui est de voir que certaines entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, et là encore le but c'est pas de les pointer du doigt, elles sont pas forcément en capacité de connaître leurs besoins, mais surtout de les formuler. Et ça on le voit, moi je travaillais avant à Pôle emploi, c'est un vrai travail de la part par exemple des services publics de l'emploi, de travailler, d'aller vers cette entreprise pour les aider à formuler leurs besoins. Et c'est aujourd'hui l'un des grands enjeux qui est à développer. Parce que quand on revient justement sur ces questions aussi des compétences comportementales, ce qu'on peut réaliser, c'est que c'est extrêmement dur d'évaluer les compétences comportementales dans le cadre d'un projet de recrutement. Du coup, au final, ce qu'on peut voir, et c'est pour minorer du coup cette dimension-là, en réalité, ce que va chercher l'entreprise, c'est des caractéristiques chez le candidat qu'elle est capable de transformer en signal de recrutement. Et au final, quels sont les signaux de recrutement qui sont les plus importants ? Le premier, c'est évidemment l'expérience dans le poste. C'est quand même, il faut dire que les entreprises privilégient, on a 72% des entreprises qui disent privilégier une expérience dans le poste, ce qui est compliqué parce que du coup, sur des nouveaux entrants, ça pose un problème. Et le deuxième signal de recrutement, c'est bien le diplôme. Mais pour que ce diplôme se transforme pour l'entreprise en signal de recrutement, il faut qu'il soit identifié. Ce qui implique, et je pense que ça va être l'un des grands défis, et c'est déjà un des grands défis pour les IUT, même si je pense que vous êtes en avance de phase par rapport à d'autres acteurs de l'enseignement supérieur, une proximité avec le monde de l'entreprise, du dialogue, et d'arriver à communiquer et d'exister dans un monde où ces diplômes ils vont se retrouver de plus en plus en concurrence les uns avec les autres. François Falise d'abord et Anne-Cécile Monvoisin ensuite. C'est si compliqué que ça pour une entreprise de dire ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin pour passer
de l'intention à l'action d'embaucher? Moi, sur la notion de compétence, je renverrai simplement, à l'accord des partenaires sociaux et 2, à la note de France Compétences sur le sujet, puisque c'est un concept qui fait l'objet de beaucoup de débats et donc sur lequel les acteurs publics, partenaires sociaux et régions ont essayé de poser un peu ce dont ils voulaient parler. Évidemment que c'est compliqué. Je dirais qu'un des intérêts de la loi par rapport au dispositif antérieur, c'est que jusqu'à présent, et notamment sur la problématique de l'alternance et de l'apprentissage, on était dans un dispositif dont la règle de base était une logique de structuration. Autrement dit, je veux le dire de cette façon-là, quand vous vouliez ouvrir une section en apprentissage, le sujet du conseil régional, c'est de savoir si les besoins étaient pérennes. Et donc, compte tenu du circuit de décision, vous aviez en moyenne 2 ans entre le moment où vous aviez repéré un besoin et le moment où c'était inscrit à la carte des formations, et donc 2 ans de plus quand vous faisiez une formation de 2 ans. Donc ça veut dire que vous mettiez sur le marché du travail des personnes 4 ans plus tard. Un des intérêts du dispositif demain, c'est qu'il permet d'avoir une logique qui, sur un certain nombre de points, est beaucoup plus ponctuelle. Si vous estimez à un moment donné, dans des logiques de partenariat entre une entreprise et un CFA, qu'à un moment donné, parce qu'il y a un marché particulier, il va y avoir des besoins en compétences importantes sur les 2-3 ans qui viennent, vous pouvez monter très très vite une action en apprentissage, y compris dans une logique où l'entreprise met des compétences techniques à disposition dans une logique différente. Parce que évidemment, quand vous recrutez, vous ne trouvez pas le formateur. Si le marché est en tension, vous ne trouvez pas sur le marché du travail le formateur qui a la compétence nécessaire. C'est évident parce que le marché est en tension. Donc ça veut dire que si vous n'inventez pas des nouvelles modalités, vous n'y arrivez pas. Et je vous dis simplement ça parce que sur ce sujet de l'adéquation adéquation des besoins au marché du travail, c'est un sujet permanent. Je ne sais pas combien il y a de thèses de doctorat là-dessus. Enfin, je veux dire... on peut y passer du temps. Alors justement, je vais prendre peut-être la salle à témoins, parce que vous nous dites 4 ans, c'est trop long. Je crois qu'hier, c'est M. Liquel qui nous disait qu'il leur fallait au moins 2 ans, quoi. Enfin, le temps de se retourner. Là, vous nous dites qu'il faut moins de temps. C'est ça, encore ça. Il faut descendre encore ce délai. Mais bien évidemment, oui. Moi, j'étais la semaine dernière avec une entreprise de travaux publics de 300 personnes qui dit, moi, je sais que pour les 3 ans à venir, j'ai des besoins particuliers, il y a une grosse activité. Et donc elle est tout à fait prête à travailler avec un CFA en disant on va faire telle formation et je vais vous mettre à disposition un personnel technique sur une partie de la formation technique. Mais il y a tout le reste. Et sur tout le reste, il y a un savoir-faire qui peut être dans des établissements existants. Simplement, il faut être en capacité d'innover dans les modalités organisationnelles et dans le modèle économique qu'on met en œuvre sur ce type de formation. Oui, je vais peut-être préciser la question que je posais hier. Dans ce que vous dites, bien sûr qu'il nous faut à nous 2 ans pour former un DUT. C'est la durée de formation nécessaire. Donc on est sur de la formation diplômante. On n'est pas sur de la formation qualifiante, sur des compétences clairement identifiées. Et la question de fond d'hier était, avec ce passage au bloc de compétences, de quelle manière on aura la reconnaissance au niveau de l'entreprise. Parce qu'actuellement, les conventions collectives reconnaissent les diplômes. Et on positionne nos diplômés dans une entreprise en fonction du dernier diplôme qu'ils ont obtenu, en gros, ce qui entraîne aussi globalement une fuite en avant vers les poursuites d'études, en particulier dans nos secteurs dans nos formations. On a très peu d'insertion professionnelle après les DUT, après les licences professionnelles. Par exemple, pourquoi ? Parce qu'un jeune préférera s'orienter vers un master ou vers une école d'ingénieur, tout simplement parce qu'au niveau de la convention collective de l'entreprise dans laquelle il ira travailler, il sera embauché probablement, alors je ne veux pas généraliser, mais probablement comme cadre, alors que dans un autre cas de figure, il sera embauché comme agent de maîtrise, par exemple. Donc, si on décompose la formation en blocs de compétences et si on ne se réfère plus uniquement au diplôme, de quelle manière l'entreprise reconnaîtra, en particulier lorsqu'on a un passage d'une entreprise à une autre, de quelle manière l'entreprise pourra reconnaître cette formation ? Deux éléments de réponse rapidement là-dessus. Le premier, c'est que dès lors que vous faites un contrat d'apprentissage, il vise toujours un diplôme ou un titre professionnel. Il ne vise pas un bloc de compétences. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. La deuxième chose, c'est que les blocs de compétences vers lesquels on va aller, puisque demain toutes les certifications sont découpées en blocs, ça va toucher notamment, évidemment, les parcours individuels, mais aussi les modalités pédagogiques. C'est-à-dire que quand vous serez obligé de faire de l'individualisation et que vous constaterez
qu'une personne qui vient faire une licence professionnelle, elle a déjà acquis un certain nombre de blocs de compétences, vous adapterez de fait le parcours pédagogique en fonction des formations qu'il aurait eues précédemment. Mais il n'a jamais été question d'aller mettre les blocs de compétences dans les conventions collectives, hein, que les choses soient claires là-dessus. En tout cas, ça n'a jamais fait l'objet de débat, et à ma connaissance, du moins d'écrit des partenaires sociaux qui aillent dans ce sens-là. Hein. Michel Perrin, vous souhaitiez rebondir. Prenez le micro. Oui, moi je voulais intervenir sur ce point-là parce que la loi quand même donnait des éléments aussi par rapport à ça, puisque on responsabilise beaucoup maintenant les partenaires sociaux par rapport aux diplômes en vue de les rapprocher des besoins des entreprises, bien entendu par le niveau des blocs de compétences. Et je voulais rappeler aussi que pour identifier les besoins des entreprises et ce qui va être utile pour l'insertion professionnelle des personnes qui se forment, il y a aussi tous les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications qui font partie de cette chaîne paritaire avec l'OPCO et avec les CPNE des branches professionnelles. Et ça, tout ça, c'est challengé par la loi. France Compétences, d'ailleurs, travaille sur le sujet. Et il y a déjà des idées dans l'air, par exemple, d'avoir un observatoire par OPCO, de voir comment les branches d'un OPCO peuvent mutualiser leurs travaux, de travailler sur des méthodes, comme le signalait la personne de France Stratégie, parce que c'est très important, la méthode d'approche pour l'identification de ces besoins. Et l'idée, quand même, c'est que tous les diplômes aujourd'hui s'inspirent et prennent en compte tous ces besoins qui ont été identifiés pour leur contenu, la création des diplômes, mais aussi leur évolution. Et il est clair que c'est comme ça qu'on envisage favoriser aussi l'insertion professionnelle à l'issue des diplômes. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit François Palize. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'idée de reconnaître des blocs de compétences dans les conventions collectives, et on garde bien l'idée des métiers et des certifications professionnelles qui visent un métier. Michel Bogas, sur les blocs de compétences, vous avez un point de vue, oui. Si je puis dire, un œil mitigé. Je ne sais pas si ça peut se dire, mais vous avez un œil mitigé. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, oui, en effet, moi, soit les blocs de compétences ne seront pas inscrits dans les conventions collectives, c'est encore le diplôme et la qualification, sauf que l'entreprise incitera les salariés ou les jeunes à se former sur le bloc de compétences voulu, nécessaire pour le bon fonctionnement et pour la productivité de l'entreprise, et s'arrêtera là. C'est bien pour ça que pendant la négociation et pendant nos concertations, entre guillemets, avec le gouvernement sur le sujet, nous souhaitions que les blocs de compétences s'inscrivent dans un cursus menant à un diplôme. C'est-à-dire qu'on peut cadrer le temps d'acquisition des blocs, on peut dire c'est sur 5 ans, mais au bout du bout, le salarié doit passer son diplôme pour justement avoir cette qualification et pour justement avoir cette référence dans la convention collective. Qui est une référence et surtout une revalorisation, ou du moins une reconnaissance dans la convention collective. Puisque la séance de questions-réponses a déjà un petit peu démarré, si vous avez des questions, voilà, tout au fond, alors on va vous passer un micro, ça va nous faire du sport. Et le temps que vous posiez votre question, je vais demander brièvement à chacun, peut-être en commençant avec vous, Michel Perrin, sur ce que vous attendez des IUT, puisque nous sommes face à une assemblée de directeurs, de représentants d'IUT. Dans le cadre de la réforme, quel genre de rôle vous les voyez jouer en tant qu'opérateur de formation dans cet nouvel environnement, Michel Perrin? D'accord. Alors, le micro. Quand effectivement nous avons échangé pour préparer cette table ronde, pour nous, à la CFDT, les IUT, on attend les IUT dans le développement de l'apprentissage, bien sûr, parce que c'est important, mais aussi avec cette vision particulière qu'est l'accompagnement. La loi donne beaucoup de missions d'accompagnement au CFA. Donc quand les établissements d'enseignement supérieur sont CFA, ils ont aussi ces missions à accomplir et qui sont financées dans le cadre des coûts-contrats. Et là-dessus, nous, on pense qu'il faut être très vigilant parce que c'est très important l'accompagnement des apprentis. Et c'est très important tout au long du parcours, mais aussi pour sa recherche d'employeur et aussi pour son insertion professionnelle à l'issue du parcours. Ensuite, ce qu'on attend aussi des IUT, c'est que par rapport aux certifications, peut-être c'est un renforcement des liens
avec les besoins des milieux économiques, notamment qui ont pu être identifiés dans les observatoires prospectifs des branches, mais aussi les autres lieux. Et que là-dessus, c'est pour tous les organismes de formation, notamment dans le supérieur, aujourd'hui, pour nous, en tous les cas, la CFDT a un axe de progrès. Et ce qu'on attend aussi, et j'en aurai fini, de tous ces vœux, c'est de faciliter au maximum toutes les passerelles avec les autres certifications de l'enseignement supérieur pour permettre vraiment des vrais parcours aux jeunes et des vrais parcours qualifiants qui répondent à leur évolution professionnelle. Merci. Alors, je ferai le tour de table après. Je vais laisser Madame s'exprimer et poser sa question. Bonjour. Bonjour, Passana Kimourin de l'IUT Lumière de Lyon. Voilà, je voudrais rebondir sur la situation des salariés qui veulent accéder à la formation ou à la VAE. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment aussi perdants. Je vais prendre le cas du CPF de transition professionnelle. Avant, il existait le congé individuel de formation. Les salariés le demandaient, l'obtenaient peut-être au bout d'1 an ou 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, donc, on n'a plus le CIF, on a le CPF de transition professionnelle. Le CPF, ça veut dire la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, un salarié qui veut quitter son entreprise va demander à mobiliser son CPF de transition professionnelle. Ah mais non, mais là, vous n'êtes plus du tout libre. On n'est plus du tout libre, il n'y a plus du tout de liberté. Et les cas que nous avons reçus, eh ben, ils sont retoqués. Or, pour quitter une entreprise, il est avec un diplôme, même s'ils ont changé, même si ce n'est pas le même code ROM, etc., on lui dit non, ce n'est pas possible, sauf si effectivement il n'est pas du tout formé. Or, s'il veut quitter de son entreprise, il est préférable qu'il fasse une alternance, donc un diplôme, une formation en alternance dans une autre entreprise qui est, et nous l'avions repéré, souvent qui a été choisie par le salarié, et cette entreprise, en fait, va l'embaucher. En fait, c'est un tremplin pour quitter son entreprise. Donc ça, c'est le premier cas. La deuxième situation concerne la VAE. La VAE est un droit individuel. Auparavant, les salariés qui ne voulaient pas informer leur employeur pour faire une VAE pouvaient accéder aussi VAE qui n'existe plus et pouvaient prendre contact directement avec leur OPCA, sans parler de cela à leur entreprise. Or, aujourd'hui, donc le CIVAE n'existe plus. Et bien là, en fait, ils n'ont plus que le CPF. On ne sait pas encore si les OPCO financeront. En tout cas, ça n'apparaît plus dans leur mission. Donc finalement, le salarié, soit se débrouille avec son CPF, soit il est obligé de demander à l'entreprise qui finance ou pas via son plan de développement des compétences. Michel Bogins, pour réagir, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai envie de quitter la boîte, c'est un peu plus cadenassé que ça n'en a l'air, c'est ça? Je schématise, je raccourcis. Sur le CPF de transition, ce qui a été acté, c'est que le CPF de transition, si vous regardez la loi, ça renvoie quand même à tous les articles du Code du travail du congé individuel de formation, quand même. Donc, c'est bien les mêmes dispositions. La problématique du CPF de transition, c'est son financement. Le CPF, le CIF, il y avait 95 000 demandes, 40 000 acceptations. Pourquoi? Parce que le budget était réduit. Et au demain, effectivement, la difficulté première avec, et ça, on en a bien conscience, la difficulté première, c'est le financement. Elle est diminuée de moitié pour le CPF de transition. Alors effectivement, le risque, c'est que ça soit plus 40 000, mais que ça soit 20 000. Et donc, c'est pas forcément un refus de l'entreprise, mais c'est la difficulté du financement du CPF de transition qui va poser un problème pour le salarié. C'est-à-dire qu'on lui refusera son CPF de transition parce qu'il n'y aura plus de financement. En fait, ça fonctionnera exactement de la même manière qu'avant avec les fonds GESIF. Voilà. Les commissions paritaires dans les fameuses CEPIR arbitreront en fonction des budgets. Voilà. Et ça change pas par rapport au CIF, sauf que effectivement il y a ce problème de financement. Quant à la VAE et le CPF,
Effectivement, les modes de financement, et c'est pour ça que je parlais de baisse de droits tout à l'heure, avec la monétarisation et puis du CPF avec 500 €, c'est que la volonté du gouvernement et des entreprises, c'était bien de... Bah oui. C'est bien dit, non, c'est bien dit. C'était bien, effectivement, que le salarié parte en formation, mais pour les besoins de l'entreprise, d'où l'idée de co-construction, auquel on adhère, hein, attention, que ça soit co-construit, parce que, bien évidemment, on adhère à la co-construction, hein, pas forcément à ce que le salarié ne soit pas libre de choisir la formation qu'il veut. Mais puisque 500 €, ça ne suffit pas par an, il faut bien co-construire, il faut bien abonder ce CPF pour pouvoir avoir vocation. Et bien évidemment, à partir du moment où la branche et où l'entreprise abonde, eh bien, elle se donne un droit de regard sur les formations. Alors, effectivement, on individualise le droit, mais avec cette loi, on retire la liberté de choisir effectivement son avenir professionnel. Le micro tourne, hein, si vous voulez poser une question. Je vous repose la même question, puisque vous aviez la parole, Michel Bogas, puisqu'on est face à des directeurs d'IUT, représentants d'IUT. Vous, par rapport à cette réforme, s'il y avait... une action ou des points à ne pas louper entre les IUT et cette réforme pour que ça matche bien, quels seraient-ils ? Nous, on a toujours été très attachés, je l'ai dit aussi tout à l'heure, à ce que l'enseignement professionnel public perdure et que les moyens qui y soient alloués, que ce soit pour les lycées professionnels ou les IUT ou l'enseignement supérieur, continuent à être présents. Et ce qu'il faut pour notamment les IUT, puisqu'on est demandeur, c'est effectivement la construction de passerelles entre les différents diplômes et entre les différents cadres de formation. C'est-à-dire qu'un jeune qui ait fait son apprentissage par le biais d'un CFA, à un moment donné, s'il veut faire un parcours, une fois qu'il a eu son diplôme, il veut faire un parcours supérieur, il puisse s'inscrire à l'IUT et voir ensuite pour faire une licence professionnelle ou un master. Et donc, c'est toute cette construction de passerelle qui me semble est importante et c'était une des notions que nous avions développées lors des négociations et lors de nos concertations avec l'État. François Falise, puisque votre agenda vous contraint de partir, je prendrai la question après. Oui. La même question rapidement, oui. en guide de conclusion de la part de la CPME. Avec toutes mes excuses pour vous quitter de façon un peu anticipée, moi je rebondis sur ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire que les IUT peuvent évidemment aller sur le champ de l'alternance et de l'apprentissage, sur lequel ils sont attendus. Ils peuvent aller sur le marché de l'accompagnement individuel, parce que demain, il y aura une demande d'individus qui viendront chercher des blocs de compétences indépendamment ou dans le cadre de parcours. Ça, c'est évident, et on voit bien que le marché est en train de bouger dessus. Ils peuvent aller aussi sur l'accompagnement des entreprises, sur le développement de la formation en situation de travail, parce qu'il y a besoin d'ingénierie, à la fois en positionnement des individus et en évaluation des compétences acquises. Donc il y a plein de sujets sur lesquels les IUT peuvent aller demain, dès lors qu'ils s'organisent, puisque ce sont des établissements universitaires particuliers dans leur activité, pour pouvoir faire ces activités-là et j'ai envie de dire, y retrouver leur compte sur le plan de la relation avec le milieu économique, mais ça a déjà été développé par Michel Perrin. Voilà, le message de la CPME, il est dans ce sens-là. Un des axes de la réforme, c'est de développer l'alternance au sens de la liaison entre le monde économique et le monde de la formation professionnelle. Ça, c'est un axe auquel on adhère bien, même si on a des critiques à faire sur l'insuffisance des disponibilités de financement, mais ça a déjà été dit tout à l'heure. Et donc, nous, on invite tous les acteurs et tous les acteurs du monde de la formation professionnelle à se saisir des différentes opportunités, mais en faisant des analyses stratégiques, segment par segment, pour regarder là où ils sont bons, quel est l'état de la concurrence et les domaines dans lesquels ils ont envie de se positionner. Merci, je ne vous retiens pas car je sais qu'un chauffeur vous attend pour vous conduire à la gare. Il y avait une question. Bonjour. Non, bonjour, Anne de Guillem de l'IUT de Valence. C'était plus deux remarques. Par rapport à la VAE, vous disiez que pour le CPF de transition professionnelle, il y avait une diminution des prises en charge. Moi, je dirais que c'est également lié à la philosophie, parce qu'une VAE, c'est pour valider des compétences, donc des compétences acquises. Donc forcément, on ne va pas passer par un CPF de transition professionnelle qui demande un changement en fait, de métier et de code ROM derrière. La deuxième remarque, c'était également sur s'adapter aux besoins des entreprises. C'est vrai que les IUT essayent au maximum de s'adapter aux besoins des entreprises. Après, la réactivité, on l'a également en fonction de la façon d'ouvrir nos diplômes. Et pour déposer des demandes d'ouverture de diplôme, ça prend un peu de temps. Donc c'est vrai que la réactivité, elle ne se fait pas sur une année
pour monter le diplôme. Après, il faut qu'il soit validé. Donc on a ce petit souci-là aussi, aujourd'hui, avec des contraintes qui sont liées à notre façon d'organiser et d'enregistrer les diplômes au niveau de l'enseignement supérieur, notamment. Voilà. Après, les observatoires, ils existent déjà. Il y a pas mal d'observatoires au niveau régional, donc ce n'est pas une nouveauté. Après, c'est plus l'exploitation des observatoires qu'il faut faire, mais depuis des années, hein, parce qu'ils existent. Donc c'est ce qu'on en fait et savoir exploiter finement, aussi bien les professionnels que les universitaires ou autres, les résultats qu'on a déjà depuis des années. Hein. Il n'y a rien de trop nouveau. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait. Ça, ce sont des remarques. Je crois que ça n'appelle pas de... Voilà, une question ici, au milieu. Monsieur, on va vous passer le micro. Alors, je sais que quand on vous passe le micro, généralement, on vous entend bien. Allez-y. Non, mais vous avez une voix qui porte bien. Vincent donne, et puis après, on vous passe le micro. Juste un mot pour répondre, même si ce n'était pas une question. C'était juste pour signaler, et j'en ai parlé avec Monsieur Daran, que France Stratégie, justement, organise ce qui s'appelle le réseau emploi compétences, où siège justement la totalité quasiment des observatoires, de branches, des CARIFOREF, les institutionnels, mais aussi les fédérations d'entreprises, etc. Et que ce serait intéressant de se rapprocher et d'avoir soit nous, vis-à-vis de vous, enfin nous, je veux dire réseau emploi compétences, qui est du coup animé et piloté par France Stratégie, peut-être de se rapprocher de vous, ou voir carrément de faire participer certains de ces membres-là peut-être à un événement. M. Daran me disait que voilà, la DUT en faisait plusieurs fois par an, donc voilà, il y a cette prise de contact, ça pourrait être intéressant, et je pense qu'il y aurait une demande mutuelle, parce qu'il y a une demande de la part des DUT, mais je pense que les observatoires seraient aussi totalement intéressés par cela, quoi. Bon, merci pour cet appel à se rencontrer et à travailler ensemble. Monsieur, bonjour. Bonjour, Patrick Naudière, directeur du T Dijon-Auxerre. C'est une remarque qui appelle une question. Vous avez parlé notamment de la coupure entre les régions qui étaient pilotes par rapport à l'apprentissage et qui aujourd'hui ne le sont plus, ou un peu moins, ou beaucoup moins même. Notamment par rapport au campus des métiers et des qualifications qui n'ont pas été évoqués et qui peuvent être, dont les missions sont en fait de définir une stratégie des territoires, donc de définir et d'être un observatoire en quelque sorte des besoins et d'être en capacité de proposer des formations en adéquation, bien sûr, avec les besoins du monde économique, et quel que soit le niveau de formation. Donc, comment vous percevez ces nouveaux outils, peut-être? Est-ce que vous en avez connaissance ou pas? Donc, voilà. Qui veut répondre? Qui prend la main? Michel Perrin. Sur les campus des métiers et des qualifications, effectivement, c'est un nouvel enjeu qui est en train d'être renforcé au niveau de l'éducation nationale. Il est en train de travailler à organiser un suivi et des habilitations de meilleure qualité. C'est vrai que nous, en tous les cas, en tant qu'organisation syndicale, on voit ça d'un bon œil. Mais je voudrais répondre et puis y compris faire des remarques. C'est qu'avec l'offre de certification et les fiches RNCP qui existent aujourd'hui, on peut déjà faire beaucoup de choses. On n'est pas forcément aujourd'hui, pour démarrer un contrat d'apprentissage, dans le besoin de certifications nouvelles, mais celles qui sont déjà aujourd'hui accessibles par le RNCP permettent de faire... Et le problème, il permet de la réactivité, et tout ce temps qu'on peut passer pour déposer une fiche, eh bien, on n'en a pas besoin, puisqu'on a quand même des choses qui existent aujourd'hui. Et avec les campus des métiers et des qualifications, c'est aussi ça. On travaille beaucoup avec l'existant pour faire des parcours professionnels pour les jeunes, avec les organismes et les opérateurs de formation qui composent le campus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Jamal Tescouk. Non, je répondrai simplement à la question précédente, à savoir sur le rôle des IUT. Si vous voulez, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. Sinon, vous proposez d'être attentif quand même à l'économie générale de l'alternance, parce que sur ces dernières années, c'est l'apprentissage dans le supérieur qui s'est développé.
l'apprentissage pour les niveaux de formation plus bas a stagné ou a même un peu baissé. Donc, ça nous pose une question. Nous sommes pour le développement de l'apprentissage, mais il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment de la formation pour les faibles niveaux de qualification. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Question. On vous apporte le micro. Voilà, je vais vous demander de le passer. Il va venir derrière vous, monsieur, regardez. Sur votre droite. Bonjour. Bonjour, Francis Vaucanson, UT de Saint-Étienne. Juste un retour d'expérience, entre guillemets, je pense qu'il est partagé par beaucoup de mes collègues. On a des très beaux produits à l'IUT, notamment en licence professionnelle, qui sont gérés par des comités de pilotage dans lesquels participent les entreprises. Donc on essaie de coller au mieux à la réalité. Il y a dans la réforme, je pense, un élément qui n'a pas été abordé, qui n'est pas de votre fait, mais qui est un point, je pense, important, qui aurait été important en tout cas. Quelles sont les difficultés un petit peu qu'on rencontre, que nous font parvenir les entreprises par rapport aux licences pro? On a des très forts taux d'insertion. Mais globalement, nos gamins veulent continuer. Pourquoi? Eh bien parce que les niveaux de rémunération ou les missions qui leur sont confiées, quelquefois, ne leur satisfont pas. Vraiment. Et ça induit qu'ils ont des possibilités de poursuivre en école d'ingé, parce que les formations au niveau école d'ingé en alternance se sont beaucoup développées, ou dans le domaine tertiaire, identique, sur les écoles de commerce, etc. Si bien qu'on a un très fort attrait vers les bacs plus de 5. Et alors que ces gamins, ils vont arriver, finalement, ils vont dire, non, finalement, avec ma LP, j'aurais pu faire un boulot de technicien supérieur et cadré qui aurait été très intéressant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est dommage que les conventions collectives, finalement, ne suivent pas. Peut-être penser à essayer de rendre plus attractives les conventions collectives pour les bac plus 2, bac plus 3, parce que les entreprises en ont beaucoup besoin, elles nous le disent, surtout notamment dans le domaine secondaire, sur les postes en production, en maintenance, etc. Mais finalement, si je peux être ingénieur, je le ferai. Or, les besoins, c'est une pyramide, le marché du travail. Enfin, vous savez mieux que moi. Tout le monde peut pas être chef. Il faut aussi des gens qui fassent le boulot, pardon. Donc ça, c'est un point vraiment. Donc, quid? Même si les chefs ont beaucoup de travail, on est d'accord, mais. À d'où ce mouvement dans la salle. J'avais pas compris pourquoi. Mais encore une fois, cet aspect convention collective et un autre retour d'expérience à travers les certifications de type CQP ou sur des CQP de type C étoile. Là, c'est un classement au niveau notamment des CQPM où l'UMM nous dit oui, il n'y a pas de problème. Normalement, une personne qui obtient un CQPM, ça doit correspondre à une certaine rémunération. En fait, dans les faits, ça l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, peut-être que cette réforme, c'est très bien, mais en tout cas pour nous, pour nos alternants, c'est important. Comment les attirer, et peut-être aussi par les salaires. C'est pas toujours facile, je vous comprends, mais... Qui prend? Je suppose que vous militez pour ça, c'est le cas de le dire. Bon, il y a deux choses dans le questionnement. Mais enfin, sur celui des salaires, bien évidemment, dans les conventions collectives, c'est toute la difficulté de la négociation de branche. Depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, on voit un tassement des grilles de salaire dans les conventions collectives. Et bien évidemment, ce ne sont que des salaires de base. Alors je ne saurais que trop recommander quand même aux jeunes diplômés qui vont aux entretiens d'embauche que de négocier leur salaire de départ, parce que s'il y a un vrai besoin et s'il y a une vraie demande de l'entreprise, on peut parfois le regretter, mais dans l'offre et la demande, et que donc, bien évidemment, il ne faut pas hésiter à ne pas se contenter des salaires minima, d'autant plus que pour beaucoup, il y a bien longtemps qu'ils ont été revalorisés. Ça, c'est vraiment un problème de négociation de branche. Beaucoup de branches ont mis de côté la négociation salariale, ont revalorisé les bas salaires, mais ont oublié de revaloriser les salaires d'agents de maîtrise et d'encadrement. Pour beaucoup, il y a un vrai tassement de la grille. Nous, on revendique bien souvent des salaires bien plus hauts, mais pour négocier dans une branche, il faut être deux. Voilà. Il n'y a pas que les organisations syndicales, il y a aussi les organisations patronales. Et vous vous tournez vers votre droite, forcément. Voilà. Bien évidemment, mais il est important, effectivement, que
que les emplois et que les formations amènent évidemment à des emplois de qualité, à des conditions de travail de qualité et à une juste rémunération qui soit en proportion avec le diplôme, puisque si les uns et les autres ici nous travaillons, c'est bien pour pouvoir en vivre et donc grâce au salaire. Anne-Cécile Monvoisin, alors on vous a un peu tendu la perche sur le sujet, même si vous êtes responsable emploi-formation et non pas forcément de la rémunération et des conventions collectives. Voilà, c'est pas mon sujet. Il y a aussi une logique pour répondre à votre question, monsieur. Voilà, vous êtes juste en face de moi. Pour répondre à votre question ou votre remarque, on est sur une logique d'offre et demande. C'est vrai qu'une entreprise, quand elle recherche un technicien, donc je ne vais pas préciser le niveau, un technicien, c'est vrai qu'il y a énormément de candidats avec une formation Bac plus 5, enfin Bac plus 3, il y a des licences pro aussi, Bac plus 3, Bac plus 5. Donc là, il y a pléthore de candidats. Effectivement, parce que on peut quand même s'en satisfaire. Le niveau de formation en France est en train d'évoluer. En revanche, quand une entreprise, et vous preniez l'exemple de la métallurgie, que je connais un petit peu, du secteur de la métallurgie, quand une entreprise de la métallurgie recherche un soudeur, donc elle va déposer une offre à Pôle emploi, et là, il n'y a personne. Et là, vous pouvez vous renseigner auprès de soudeurs, auprès de chaudronniers, pour connaître les niveaux de rémunération. Et là, quand on propose une offre à 2000 ou 2500 euros à un soudeur ou un chaudronnier, je pense que... voilà. Donc, il y a aussi cette logique d'offre et demande plus largement. Avant que le micro ne continue à tourner dans la salle, puisque vous avez la parole, Anne-Cécile Monvoisin, j'aimerais un mot sur vous, votre attente. C'est à peu près la même question que celle que j'ai posée aux autres partenaires. Voilà, les IUT, vous les avez en face de vous. Quel est le message d'amour que vous avez envie de partager avec eux ? Énorme. Donc, je ne vais pas reprendre les propos des autre partenaires autour de cette table. C'est vrai que les IUT présentent de gros atouts sur lesquels vous avez su, au fur et à mesure des années, vous appuyer, vous construire, capitaliser, évoluer, etc. Donc, une proximité territoriale non négligeable. Donc c'est vrai que ça, et je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un point important pour les entreprises, c'est la proximité avec les acteurs de la formation. Vous disposez d'infrastructures et de compétences très performantes. Donc ça c'est un plus aussi pour les entreprises, pour disposer d'une offre de formation, aussi bien alors dans le cadre de la formation professionnelle des salariés ou dans le cadre de la formation parce que vous préparez nos futurs collaborateurs, donc vous proposez un niveau de formation de qualité, donc il faut le reconnaître, et d'ailleurs le taux d'insertion qui a été présenté, je ne vous vois plus madame et monsieur, ils sont là. Le taux d'insertion est bon, donc quand on sort de chez vous, vous l'avez montré tout à l'heure, que ça soit suite à un DUT, soit suite à une licence pro ou un diplôme universitaire. Donc là, donc vous savez former les professionnels dont les entreprises ont besoin. Et vous avez su aussi tisser, nouer, et c'était dit également précédemment, un lien avec le monde de l'économie et plus globalement avec l'entreprise, pour pouvoir proposer des formations à l'endroit où il le faut, et donc dans les conditions qui sont favorables. Alors là, il y a un gros enjeu pour vous, et notamment pour le développement de votre activité formation continue, formation professionnelle. Ça n'a pas été dit, mais en tout cas pas de manière palpable. Je vous mets en alerte quand même sur le fait qu'au niveau du financement de la formation d'une entreprise, une entreprise de plus de 50 salariés ne pourra plus, à partir de maintenant, disposer des fonds mutualisés. C'est-à-dire que on devient vite une entreprise de plus de 50 salariés. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de financement. Plus de ressources.
ressources, plus de moyens financiers pour la formation des salariés. Donc c'est zéro néant. Donc ça veut dire que là, le rôle et la responsabilité de l'entreprise pour le développement des compétences de ses salariés est fort développé, enfin fort accru, pardon. Ça veut dire que l'entreprise va devoir chercher de nouvelles solutions pour former autrement ses salariés avec les moyens qui lui sont, dont elle dispose. Donc souvent c'est autofinancement de la formation. Donc là vous avez un rôle à jouer aussi. Et donc c'était dit par François Falise pour un accompagnement et un conseil au niveau de l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique des entreprises justement pour rechercher des solutions. Et on ne l'a pas évoqué parce que le temps est contraint aussi, mais il y a le dispositif de l'action de formation en situation de travail, donc possibilité ouverte aux entreprises d'organiser des formations sur le poste, donc la nouvelle définition de l'action de formation l'y autorise. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner ou à vous glisser, moi aussi je parle à l'oreille des gens comme vous, donc c'est bien développer cet accompagnement des entreprises, parce que les entreprises vont avoir besoin de conseils pour mettre en place cette AFEST, qu'on appelle action de formation en situation de travail, qui va permettre, là, on l'évoquait, de former des personnes qui n'ont pas un niveau de qualification très élevé, donc ce qui est plutôt louable, parce que dans les statistiques, et Monsieur Donne, vous les avez sans doute, nous on les a bien évidemment, on voit que ceux qui accèdent à la formation, c'est bien souvent les jeunes autour de 35 ans, les CSP+, et puis la formation des moins qualifiés, c'est toujours un peu plus compliqué, et puis ça va permettre aussi de développer la formation dans des entreprises où le départ en formation des salariés va être toujours contraignant à organiser quand on est dans une entreprise à effectif réduit. Quand il manque une ou deux personnes un jour, ça se voit tout de suite et ça se ressent sur l'activité de l'entreprise. Donc voilà, globalement, je ne vais pas revenir sur le bloc de compétences qui sont une nécessité. C'est vrai que nous, MEDEF, on y travaille et donc on a eu l'occasion de le dire au réseau à DIUT. Donc on est en attente de blocs de compétences, ce qui va permettre de modulariser les formations et, pour reprendre ce que disait Michel Bogas, qui va permettre de créer des passerelles. Donc on est aussi en attente de passerelles. Voilà pour, merci. Y a-t-il d'autres questions, retours d'expérience, remarques dans la salle ? Alors, plutôt qu'une question, c'est une requête vis-à-vis de vos structures. On l'a évoqué tout à l'heure, la co-construction des diplômes ou de nos formations actuelles ou futures avec les entreprises, avec l'environnement économique, et je pense avéré. On travaille sur nos contenus de formation avec vous. Ça a été évoqué tout à l'heure, dans les conseils de perfectionnement, on a souvent des places qui sont réservées aux représentants des entreprises, des représentants syndicaux. Elles sont souvent vides. Très honnêtement, on a très souvent, dans nos conseils de perfectionnement, dans nos commissions pédagogiques, des places qui sont réservées pour des branches professionnelles, qui sont réservées à des organisations syndicales, et on déplore parfois le fait que ces places ne soient pas toujours occupées, qu'il n'y ait pas toujours des représentants du privé qui soient présents. C'est vrai dans nos structures de gouvernance, dans nos conseils d'instituts. Donc une requête peut-être à votre rencontre, essayez de mobiliser les acteurs en interne chez vous de manière à ce que dans les structures, ça ne soit pas simplement une représentation formelle, mais que ça soit une représentation réelle et que les gens participent à nos activités. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est la lisibilité des formations. La lisibilité de nos diplômes, elle est très liée actuellement. Pour vous, c'est peut-être implicite, mais les IUT, elle est liée à une définition nationale des contenus de formation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'adaptation régionale de ces contenus de formation. Mais pour qu'un diplôme soit lisible, de notre point de vue, il est nécessaire qu'il y ait un cadrage national fort.
ce cadrage actuellement est clairement mis en danger avec les évolutions des universités, une libéralisation de l'offre de formation, etc. Donc là aussi, je voudrais simplement une autre requête. Soyez à nos côtés aussi pour défendre cette lisibilité des formations et défendre cette définition nationale de nos formations. Dernier point, peut-être, puisqu'on est en pleine discussion actuellement sur la réforme des formations en IUT, je pense qu'il faut prendre en compte aussi, sans revenir sur ma première question, mais je pense qu'il faut prendre en compte aussi l'évolution de la population qu'on accueille. Les jeunes qu'on accueille, je parle ici de formation initiale, sont aussi des jeunes qui ont envie d'évoluer au sein d'une entreprise, d'être rassurés, d'intégrer une entreprise à un certain niveau de formation. Et il y a une pression sociale, qui n'est pas de notre fait, mais une pression sociale forte quand même, pour qu'on passe de plus en plus du Bac plus 2 à du Bac plus 3. Et je pense là aussi, ça boucle un peu ma première question au niveau des conventions collectives, je pense qu'il est important que les entreprises intègrent cette pression sociale. Encore une fois, on est peut-être plus sur de la formation initiale, mais qui peut se faire en alternance. Et là aussi, il y a une évolution des formations, une évolution des mentalités qu'il faut, je pense, prendre en compte au niveau de l'insertion professionnelle et dans l'emploi qui est proposé derrière et dans l'évolution au sein de l'entreprise. Dernier point, ça concerne la formation tout au long de la vie. On est tous d'accord sur le fait qu'il est important de mettre en place une vraie stratégie, mais actuellement, il reste très compliqué en France pour un salarié de s'absenter de son entreprise pour se former à court, à moyen terme. On est très proche de l'Allemagne ici, où je pense culturellement, il y a une approche qui est radicalement différente. Et je pense qu'on a tous collectivement à travailler à ça pour faire évoluer un peu les mentalités là-dessus. Michel Perrin, vous souhaitiez revenir sur la lisibilité, je crois. C'est à ce moment-là que... Oui, et sur le process qui a été présenté, parce que ça fait écho à des choses qu'on est en train d'essayer de faire passer dans les universités en ce moment. C'est-à-dire que, et c'est pas pareil dans le secondaire, parce que dans le secondaire, quand on construit une certification, on part des besoins, on part des travaux des observatoires, on construit la certification et ensuite vient le programme de formation. Et en fait, dans l'enseignement supérieur, les choses commencent souvent par la formation et l'accréditation pour la formation. Or, nous, on pense qu'il faudrait tranquillement changer ce process en partant des besoins des entreprises, des travaux des observatoires qui vont créer la certification, parce que c'est le process qui est porté par la loi. Et ensuite, qu'il faudrait travailler sur l'accréditation de formation dans un process un peu différent et changé. Et c'est peut-être ça qui fait le souci aujourd'hui par rapport à la place de l'accréditation dans ce process et cette distinction entre la certification et la formation. Voilà ce que je voulais dire. Bertrand. Juste pour vous répondre, c'est un peu différent au niveau des IUT, où les contenus de formation sont construits à partir des besoins des entreprises, avec les entreprises, mais avec un référentiel national. Donc c'est vrai que pour l'université, pour les autres formations universitaires, la démarche est un peu différente, mais c'est surtout justement sur cet aspect-là qu'il est important qu'on ait des partenaires pour co-construire les contenus de formation, mais les processus à travers les programmes pédagogiques nationaux, les CPN, etc., sont déjà tels que vous les décrivez ici. Pareil pour les licences professionnelles, qui sont souvent construites à partir des besoins des entreprises. Rapidement, Michel et puis Jamal. Et ensuite, il y a une dernière question. Sur le niveau... Que les diplômes soient nationaux, pour nous, pour Force ouvrière, c'est une condition sine qua non. Parce qu'on ne peut pas nous vendre aujourd'hui la mobilité à tout va et avoir des diplômes à un bout de la France et à l'autre qui ne soient pas les équivalents. Donc le fait que le diplôme soit national garantit en fait l'accès à tous à l'emploi et au même niveau de qualification. Donc là-dessus, en tout cas, vous nous trouverez à vos côtés. Ça, c'est très clair. Voilà, je voulais juste préciser. Jamal Testouk. Oui, sur votre requête concernant la présence des représentants salariés dans les conseils de perfectionnement, j'ai peur qu'il y ait de mauvaises nouvelles, parce que les ordonnances et la mise en place des CSE ont réduit considérablement
les droits des représentants des salariés en termes de temps disponible. Et donc, ce sera encore plus difficile qu'aujourd'hui pour un syndicaliste de s'absenter pour ce type de mission. Il y avait une question, la Oui, dernière. Il y en a une ici. Où ça? Où êtes-vous? Ici. Ah oui, je ne sais pas là. Moi, non. Ah, c'était ça, d'accord. Donc c'est monsieur alors. Alors, Monsieur. je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit un peu tout à l'heure sur la carte des formations. Précédemment, les formations en alternance pouvaient ouvrir ou pas en fonction du souhait de la région. À l'heure actuelle, on a l'impression qu'on a une libéralisation assez totale. Alors, je pense que dans les IUT, on en voit bien l'avantage avec une possibilité de réactivité assez grande. Je voudrais savoir, vous, quelle lecture vous faites de ça, de cette absence, apparemment, de carte des formations actuellement prévues? Qui répond? Ne vous battez pas, hein, mais Michel Perrin. Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire que la carte de formation, elle doit être dynamique, hein, elle doit se mettre quand même, on est nous aussi pour la réactivité, mais quand même, il faut un minimum d'indications pour les conseillers d'orientation, pour les jeunes, et c'est aussi intéressant pour les CFA qui déploient une offre d'apprentissage, de savoir qu'ils sont repérés pour telle et telle formation. Il est évident que les choses vont changer parce que la carte des formations telle qu'on la connaissait avec les conseils régionaux, elles étaient statiques, elles étaient très verrouillées et c'était un problème quand même, hein. Il y avait énormément de certifications qui n'étaient accessibles que par le contrat de professionnalisation pour les entreprises, alors que le public correspondait à un public d'apprentissage. Donc ça aussi, c'est des choses que nous, on trouve que c'est intéressant, cette ouverture qui se passe. Toutefois, la libéralisation, elle ne doit pas être trop... elle doit être quand même un peu régulée, un peu formalisée, parce que ce qui compte là-dedans, c'est le parcours du jeune. Comment le jeune va s'y retrouver, comment il va pouvoir s'orienter, comment les familles aussi vont s'y retrouver, parce que c'est quand même la formation initiale, l'apprentissage. Et là-dessus, il y a des choses à construire, comme je le disais tout à l'heure, entre tous les acteurs au niveau territorial. Voilà. Allez, une demi-seconde m'a vendu Xavier Daran, donc ça devrait être court. Bon, parfait. Alors, oui, justement, effectivement, par rapport à cette carte des formations, vous parlez de réactivité et pour avoir cette réactivité, et ça a été soulevé notamment par Vincent Donne, il faut qu'on puisse justement avoir cette information au plus tôt, d'où cette notion d'observatoire. Et je crois que plus les IUT nous seront invités dans les observatoires, et plus je crois qu'on pourra réagir et former au mieux pour demain, pour des jeunes largement embauchés. Merci. Jamal Teskouk, le mot de la fin, rapidement. Deux choses. Deux, rapidement quand même. D'abord, en ce qui concerne la reconnaissance, le positionnement des jeunes diplômés dans l'entreprise. Il y a certainement une question, il ne s'agit pas de minimiser la place du salaire dans la reconnaissance. Mais la reconnaissance, ce n'est pas que cela. Et dans deux rapports qui ont été conduit au niveau du Conseil économique, social et environnemental sur l'emploi des jeunes et sur les questions d'orientation des jeunes, il y a une montée très forte de demandes de sens dans le travail de la part des jeunes. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas seulement une rémunération, ils cherchent aussi que leur travail ait du sens. Et je pense également qu'il faut s'interroger sur les questions de mobilité dans les entreprises en France. Si on voit les comparaisons avec l'Allemagne notamment, on voit bien que en Allemagne, des gens qui partent avec un niveau de diplôme très bas peuvent évoluer vers les plus hautes fonctions de l'entreprise, ce qui est beaucoup plus rare en France. Et donc ça questionne aussi la façon dont nous concevons le fonctionnement, le contenu du travail, l'organisation des entreprises. Ce n'est pas seulement une question de diplôme et de rémunération. L'autre point que je voulais dire aussi très rapidement, c'est que nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais cette réforme est une réforme, le terme a été utilisé, systémique. Il faut bien voir qu'elle est à la fois en rupture par rapport aux réformes précédentes et en même temps dans la continuation de la réforme de 2014. En ce sens qu'elle affirme clairement une volonté d'individualisation et de
je dirais, de surresponsabilisation de la personne sur son employabilité, sur sa formation, avec des conséquences que nous ne voyons pas encore, que nous ne verrons probablement que dans quelques années, mais avec, pour vous dire un peu en 2 mots, pour ne pas être trop long, est-ce que le CPF, qui est mis en avant comme un élément emblématique de cette réforme, puisqu'il inspire l'intitulé de la loi, est-ce qu'il est une nouvelle liberté pour les salariés ou est-ce qu'il est un marqueur d'un changement de société ? Ce sera sur cette question que nous allons nous quitter. Remercions s'il vous plaît nos intervenants.